I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. 9h15 sur Atlantic Radio, place à votre émission de décryptage de l'actualité. Nos décodeurs ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes responsable PME chez Inforisque. Khalid Badou est également avec nous, bonjour. Bonjour. Président de l'association marocaine du marketing et de la communication. Il n'y avait pas grand monde, messieurs, hier, et pas grand chose à attendre de ce 1er mai pour les salariés et pour les entreprises. Une nouvelle réunion est prévue ce mercredi entre gouvernement, syndicats et patronat. Et tiens, ce qui intéresse le plus le patronat en ce moment, c'est peut-être pas le dialogue social, mais la fiscalité. L'équité fiscale exactement, avec une première réunion entre la CGM et la DGI qui a eu lieu la semaine dernière. L'objectif, dialoguer et construire un changement positif. De nouvelles mesures de la DGI doivent entrer en vigueur dans les prochains mois. Lesquelles, pour quelles raisons et puis à quand l'équité fiscale pour les entreprises? Décodage dans un instant. Deuxième sujet qu'on abordera à partir de 9h45, c'est bien entendu la résolution du Sahara. Elle a été adoptée au Conseil de sécurité de l'ONU vendredi soir. Et après 10 jours de silence, la diplomatie marocaine s'est dit ce week-end satisfaite de cette résolution. Elle constitue, selon Rabat, un revers cinglant pour toutes les manœuvres du secrétaire général de l'ONU. Que contient cette résolution? Peut-on vraiment parler de victoire? Vous nous le direz, 55 77 par SMS pour réagir, c'est dire un TTC ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. Oui, on parle d'équité fiscale ce matin. C'est peut-être le sujet qui intéresse le plus le patronat en ce moment. Avec une période morose pour l'économie, 1% de croissance, on le rappelle, prévu par Banque Al Maghrib. Eh bien, il est temps peut-être de libérer un petit peu plus les entreprises, les PME, les TPE. L'équité fiscale, c'est le sujet à la mode, Amine Diori? C'est l'autre sujet à la mode. Le premier sujet à la mode, c'est certainement les délais de paiement. Oui. Maintenant, effectivement, la question de la fiscalité est aussi pour les entreprises marocaines une question très importante. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu une réunion la semaine dernière entre la CGM et le directeur général des impôts. Alors, réunion qui était attendue, ça faisait longtemps qu'on attendait cette réunion. La réclamation principale, c'est l'équité fiscale. Pourquoi cette réclamation aujourd'hui ? Alors, l'équité fiscale, parce qu'en fait, il y a deux demandes de la part des entreprises auprès de la direction des impôts. La première, c'est de dire... Les entreprises aujourd'hui fiscalement transparentes sont celles qui sont le plus contrôlées. Ils trouvent effectivement que c'est injuste, que les sociétés qui se trouvent dans l'informel, les entreprises personnes physiques et les personnes au forfait devraient être contrôlées de la même manière que les sociétés personnes morales transparentes. Le deuxième sujet important qui est posé, c'est de dire qu'aujourd'hui, il existe des zones, que les zones franches, pour être clair, qui bénéficient d'avantages fiscaux dont ne bénéficient pas celles qui sont en dehors de cette zone. Donc là, on parle de zones franches de Tanger, celles des provinces du Sud notamment. Il y a grosso modo 11 zones franches au Maroc. Et effectivement, elles bénéficient d'avantages alors en matière d'IS, en matière d'impôts et taxes, en matière de change notamment. Et effectivement, de l'autre côté, les entreprises qui ne sont pas dans ces zones-là se plaignent de ne pas avoir les mêmes avantages compétitifs. Elles sont vertes de jalousie. On peut dire ça, oui. Mais c'est normal en même temps des zones franches qui profitent de fiscalité avantageuse pour dynamiser l'économie d'un pays. Il y a une logistique qui a été pensée justement autour de ces zones franches, Khalid Badou. Effectivement, les zones franches, elles sont faites pour cela, mais avec un objectif principal, c'est d'encourager soit l'exportation, soit le offshoring. Il y a aussi d'autres zones franches qui sont à vocation industrielle et qui, bien sûr, pour pouvoir attirer de grandes enseignes pour s'y installer, il est important de leur offrir des avantages fiscaux pour leur permettre. Donc, c'est des cadres vraiment spécifiques et qui sont faits d'une manière dont le montage a été fait d'une manière très spécifique pour un objectif spécifique. Donc, comme j'ai dit, l'exportation, et pour attirer des grands noms. Voilà. De secteurs mondiaux, notamment l'automobile ou encore l'aéronautique. Tout à fait, effectivement, et donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc maintenant, et c'est vrai que quand on compare cela avec les entreprises marocaines qui sont engagées donc dans l'écosystème national, qui paient leurs impôts selon les barèmes en vigueur, on peut dire que certains se sentiraient, on comprendrait que certains se sentiraient lésés. Maintenant, moi je voudrais rappeler aussi les recommandations des assises de la fiscalité qui ont été organisées par la CGM et le gouvernement en 2012 et dont une bonne partie des résolutions ou des recommandations orientées vers l'encouragement de l'équité fiscale. Qu'est-ce qui a été fait d'ici là? Je pense que c'est la grande question qui se pose. Ouais, alors peut-être rappeler grosso modo les barèmes, la différence aujourd'hui en termes d'IS par exemple entre une entreprise qui est en zone franche et une entreprise qui ne l'est pas, Amine Diori. Oui. Alors au niveau de l'IS, 0% pendant 5 ans et un taux réduit de 8,75% pendant 20 ans.
Exonération, alors pour les personnes physiques, exonération de l'impôt sur le revenu pendant 5 ans et après un taux réduit et après un abattement de 80% pendant un certain nombre d'années. Ensuite, en matière de change, donc il n'y a pas de prélèvement sur l'échange. Et puis il y a une remontée de trésorerie qui peut se faire très facilement. Donc voilà, c'est un certain nombre. Il n'y a pas d'impôt et taxes, aucun impôt et taxes qui est appliqué à ces entreprises. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'avantages. Et ça pose un inconvénient. Alors je cite un exemple qui est frappant, c'est en matière de recrutement. C'est-à-dire que les entreprises qui se situent dans les zones franches ont un avantage certain quand il s'agit de recruter de la bonne ressource humaine. Ils peuvent offrir des salaires qui sont nettement plus élevés que pour les entreprises qui ne sont pas dans ces zones franches. Donc c'est un avantage certain pour après être plus compétitif. Et donc on met le paquet sur les écosystèmes, mais on délaisse peut-être des entreprises à côté qui sont aussi pourvoyeurs d'emplois, qui sont aussi pourvoyeurs de richesses, mais qui sont surtaxés. Alors, c'est un gros mot si on dit surtaxé ? Non, mais je voudrais reposer aussi le débat. C'est vrai que la question initiale des zones franches, c'était à la base d'attirer les investissements directs étrangers. C'était de créer un certain nombre d'emplois et à ce niveau-là, l'objectif a été atteint quand même. Il y a plus de 100 000 emplois qui ont été créés entre Technopolis, la zone franche de Tanger, Autocity, etc. Il y a quand même énormément d'emplois qui ont été créés. Donc c'est quand même une réussite pour le gouvernement. Alors maintenant, se pose la question de la compétitivité, pardon. Les entreprises marocaines versus les entreprises étrangères. Et c'est là que se pose aujourd'hui l'autre débat. Ouais, qu'est-ce qui peut se mettre en place concrètement aujourd'hui? Que réclament-elles ces entreprises en matière d'équité fiscale? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire aligner concrètement la fiscalité de ces zones franches à ces entreprises-là. On va quand même pas aller jusque-là. Ça veut plus ou moins dire ça. Ça veut plus ou moins dire ça. Et d'ailleurs, c'était une préconisation de l'OMC qui a fait un rapport très récemment. Et généralement, ce qui est drôle, c'est que généralement, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que les entreprises nationales sont privilégiées au détriment des entreprises étrangères. Au Maroc, c'est un peu l'inverse. Et l'OMC disait que il serait important d'inverser cette tendance, de donner les mêmes avantages, pas de supprimer les avantages aux zones franches, mais de donner à peu près les mêmes avantages aux entreprises nationales pour être compétitives. Bon, alors il y a l'OMC qui a dit ça, il y a les assises de la fiscalité qui ont dit ça en 2012. Khalid Badou, et pour l'instant, c'est bilan zéro sur cette question de la fiscalité pour les entreprises, pour le gouvernement. En fait, si on regarde du point de vue du gouvernement, le risque majeur, c'est quoi? C'est que quand une entreprise qui s'installe, qui bénéficie du cadre légal ou du cadre fiscal que proposent ces zones franches, après 4-5 années, elle peut tout simplement fermer boutique parce que elle ne pourrait plus bénéficier des mêmes avantages fiscaux, plier bagages et repartir. C'est arrivé dans le cadre de plusieurs centres d'appel, de plusieurs entreprises qui se sont installées pour bénéficier sur une durée déterminée, ça faisait partie de leur business plan, pendant une période déterminée et puis après repartir. Donc maintenant, est-ce que ça serait plus avantageux pour le gouvernement, pour les pouvoirs publics, d'encourager l'écosystème local, national et de l'aligner sur ces avantages fiscaux, ou alors de continuer à focaliser ce type d'avantages sur des entreprises étrangères? Après, c'est un équilibre à faire. Je n'ai pas, peut-être vous avez des chiffres par rapport à cela, mais je ne sais pas exactement en termes de recettes fiscales les entreprises qui sont basées sur les zones franches combien ils contribuent. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, si on compare par rapport au tissu économique national, je pense que on gagnerait plus à l'encourager à être, si ce n'est qu'avec un certain nombre d'impôts dégressifs en fonction du chiffre d'affaires, en fonction du potentiel de l'entreprise, etc., qui vont permettre à nos entreprises d'être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confortables dans leurs calculs, surtout fiscaux. Là, il y a un vrai débat en ce moment, un vrai débat qui devrait être posé peut-être et qui n'est pas assez clairement posé, ou en tout cas on peut dire qu'il commence à l'être avec cette réunion entre CGM et Direction Générale des Impôts la semaine dernière à Medjugorje. Oui, comme le rappelait M. Badou, c'est une question qui est posée depuis 2012 et depuis plus longtemps. Mais là maintenant, le fait que le patron de la DGI se déplace et commence à parler de ça, ça veut dire que on commence à réfléchir tout doucement à cette possibilité? Oui, tout à fait. Je pense que c'est le cas. Il a commencé à apporter une réponse par rapport à la question de l'équité, par rapport au contrôle fiscal. Il a apporté une réponse en disant que toutes les entreprises aujourd'hui étaient contrôlées en fonction des déclarations fiscales qui étaient faites, qu'il y a de moins en moins de personnes humaines qui contrôlent, que c'est fait automatiquement, qu'il y a un système de scoring qui score automatiquement en fonction de ratios sectoriels les déclarations fiscales faites.
et que donc, en fonction de ces déclarations, les contrôles sont faits. Donc, à ce niveau-là, il y a équité. Maintenant, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce point, c'est que tout ce processus existe parce qu'il y a déclaration fiscale, mais quand il n'y a pas déclaration fiscale, comment ces entreprises rentrent dans le process et comment par la suite elles sont contrôlées? C'est à mon avis ça la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Et puis alors Omar Farage a fait aussi d'autres déclarations, notamment des mesures qui vont entrer en vigueur, alors logiquement dans les prochains mois, peut-être dès l'année prochaine, qui vont faciliter la vie des entreprises. En zone franche ou pas en zone franche? Oui, beaucoup de choses sont en cours. On parle de télédéclaration généralisée à partir de 2017. Alors actuellement, l'axe c'est l'accélération du remboursement de la TVA. Oui. Donc vaste, ça c'est un chantier. Oui, c'est un vaste chantier qui est en cours. On parle aussi de création d'un compte fiscal pour les contribuables. Donc quelque chose d'intéressant. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en cours au niveau impôt et c'est très intéressant. On voit donc que les choses bougent et la CGM qui a commandé également une étude qui doit logiquement être publiée en septembre prochain sur l'impact de l'informel, du secteur informel sur la compétitivité au niveau de l'économie et des entreprises. C'est vrai qu'on assiste à quelque chose aussi, Khalid Badou, on voit des entreprises aujourd'hui dans des secteurs mondiaux comme le textile qui passent du secteur du formel vers l'informel, notamment à cause de cette problématique de la fiscalité? Entre autres, il y a la problématique de la fiscalité, la problématique principalement de la compétitivité. Et donc les entreprises, ils sont à la recherche de réduire au maximum leurs charges fiscales, que ce soit en termes d'impôts, d'IS, d'IR, de CNSS carrément, pour pouvoir rester compétitifs sur le marché. Et puis à un certain temps, le dilemme qui se pose entre les chefs de ces entreprises et leurs syndicats, c'est être ou ne plus être. C'est-à-dire, on se pose la question, est-ce que vous voulez que l'entreprise continue à vivre et à payer ses salaires et du coup, il faudra travailler dans le noir, il faudra laisser passer quelques irrégularités au niveau de la situation de l'entreprise et des employés. Et puis la même chose vis-à-vis de l'État, quoique au niveau de l'État, c'est d'autres pratiques peut-être qui sont mises en jeu. Moi, ce que je voudrais revenir au point pour dire que pour pouvoir trouver des solutions, il suffit d'avoir un peu d'innovation. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un statut qui est très particulier, qui est le statut de l'auto-entrepreneur. C'est quand même une innovation pour encourager d'aller dans l'autre sens. Et qui connaît un secteur, il y a une réponse favorable. Tout à fait, qui est en train vraiment de cartonner avec des chiffres quand même qui sont très intéressants et avec la possibilité d'une IS qui est vraiment très réduite, qui est de 1% sur le chiffre d'affaires tant qu'on ne dépasse pas un certain seuil, donc 500 000 dirhams annuels pour les commerces en fait industriels, plutôt pour les industries industrielles, les industries, et puis pour les services c'est 200 000 dirhams, c'est le seuil par annuel. Donc la volonté ne manque pas. Maintenant, il faut trouver des solutions innovantes qui vont permettre justement à tout le monde de se retrouver dans un système fiscal équilibré et équitable pour tous. Amine Diori, juste rapidement, l'équité fiscale, c'est pas pour demain en tout cas. Là, il y a des élections législatives qui arrivent, ça va mettre du temps à se mettre en place. Il faudra attendre le prochain gouvernement, clairement. Non, je pense pas à mon humble avis, c'est indépendant de la question politique. Il y a des choses qui sont des travaux qui sont déjà en cours en matière fiscale, on les a cités à l'instant. C'est une vraie problématique la question de l'équité fiscale est une vraie problématique pour les entreprises. Et je pense que c'est une piste en cours de réflexion. Je pense pas non plus qu'il faille attendre encore un autre gouvernement ou plusieurs mois c'est vraiment une réflexion en cours. La suite des décodeurs Atlantiques, toujours avec Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Rebonjour. Bonjour. Et Khalid Badou, président de l'Association marocaine du marketing et de la communication. Rebonjour Khalid Badou. Bonjour. On passe à la séance coup de gueule, coup de cœur avec vous. Un coup de gueule, un coup de cœur, Amine Diori, aujourd'hui? Alors moi, c'est un coup de gueule aujourd'hui concernant les produits chinois. Donc oui, j'ai regardé une étude récente sur les importations de produits dangereux en Europe, dans l'Union européenne. Et la Chine, sans surprise, arrive largement en tête avec près des 2/3 des produits importés. Près des 2/3. Oui, près des 2/3. Donc sans surprise aussi, on va trouver des jouets, de l'habillement, du textile, bref. Ce qui est un peu un peu choquant, c'est les risques encourus pour ce type de produits. Donc on parle de risques chimiques. Alors des produits contenant des métaux nocifs, le plomb, du nickel, bref. Et on parle aussi de risque de blessure. Alors donc ça représente quand même un quart des produits importés.
Donc risque de blessure, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas... Un quart des produits importés par l'Union européenne, donc de Chine, provoquent aujourd'hui des blessures. Ouais. Et l'autre quart, c'est les risques chimiques. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a énormément de risques par rapport aux produits qu'on importe de Chine. Mais il reste une vraie problématique qui est celui des achats en ligne. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes achètent leurs produits en ligne. Et ces produits-là sont livrés directement chez le consommateur, sans passer par un contrôle d'une administration quelconque. Donc la question va se poser, se pose pour l'Union européenne, mais elle se pose aussi pour les consommateurs marocains, et de savoir un jour qu'est-ce qui va se passer si on peut plus contrôler les produits qui arrivent directement chez le consommateur. Elle se pose davantage au Maroc, parce qu'on imagine que ces chiffres en Union européenne sont magnifiques par rapport à ceux du Maroc. Oui, on n'a peut-être pas d'études là-dessus, mais ça va être assez incroyable. Ça va être vraiment incroyable. Bon, ici, on a même des bras chinois fabriqués en Chine qui sont vendus au Maroc, quand même, qui est un produit qui est censé être un produit national, d'identité nationale. Bon, peut-être une enquête en tout cas à faire sur ce sujet, parce que c'est vrai qu'au Maroc ça peut aller très très vite et très très loin, ces importations de produits chinois qui sont peut-être nocifs pour la santé ou dangereux pour nos enfants. Khalid Badou, un coup de gueule, un coup de cœur, vous ? Un coup de gueule, et on ne cessera de le répéter, c'est la suspension continue de la VoIP, de la voix sur IP pour les communications par Internet. Donc je pense aujourd'hui, pour un pays qui est en train de se préparer pour la COP22, un pays qui est en train de se positionner comme modèle pour plusieurs pays, notamment des pays d'Afrique, en termes de technologie, en termes de développement, et qui continue, et dont les opérateurs télécoms, et avec eux l'entité, la NRT, qui est l'entité suprême de la gestion des télécoms, qui continue à maintenir cette opacité sur ce dossier et la suspension de ces communications. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un manque à gagner qui est en train de se creuser de plus en plus, non seulement pour les opérateurs téléphoniques, d'ailleurs qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui si leurs recettes ont été impactées positivement après la suspension de la VoIP, mais en tout cas, même en termes de sortie de devises, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont en train d'acheter des serveurs à l'étranger, des serveurs cloud, et qui vont leur permettre de faire autant qu'ils veulent de communication et créer leur propre, en fait c'est un propre serveur qui d'une entité marocaine mais qui est basé à l'étranger. C'est des choses qui ne coûtent pas beaucoup d'argent et qui vont permettre à plusieurs personnes, que ce soit des particuliers ou des entreprises, de faire des communications téléphoniques et contourner de manière très légale d'ailleurs, et contourner toute cette fermeture ou cette décision drastique qui a été imposée par les opérateurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps de revoir ces décisions, que ça soit à travers le régulateur ou à travers les opérateurs, parce que ce n'est pas très positif ni économiquement, ni pour l'image du Maroc, justement, qu'on est en train de promouvoir aujourd'hui, et d'en faire quand même une plateforme développée à tous les niveaux. Et puis vous parlez de la COP22, on peut parler du tourisme également, parce qu'on imagine ces touristes qui, en ce moment, c'est la forte période pour le Maroc, pour le tourisme national, pour ces étrangers qui arrivent, qui découvrent que le blocage VoIP est présent au Maroc, ça fait tout à mauvaise fait. Affiche. Et on le voit d'ailleurs même sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, des gens qui s'indignent après avoir en venant au Maroc pour des vacances et qui ne peuvent pas passer des communications téléphoniques sur Skype, sur Viber, sur WhatsApp, et qui se posent la question où est-ce qu'on est. Est-ce que aujourd'hui on peut toujours penser à un pays qui bloque l'accès à Internet, parce que dans la tête des gens, c'est pas que le blocage de la VoIP, c'est la neutralité d'Internet. Voilà, c'est un traité d'Internet, c'est que Internet est censuré et ce n'est pas intéressant pour notre pays. Ouais, on est à peu près 120 jours aujourd'hui de blocage VoIP au Maroc, et ça continuera de faire parler. Les entreprises de télécom, surtout celles qui sont cotées en bourse, elles ont présenté le résultat trimestriel. On ne voit pas vraiment un impact très important de ce blocage-là. À 9h42 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet. La résolution du Sahara adoptée au Conseil de sécurité de l'ONU vendredi soir, après 10 jours de silence. Voilà la diplomatie marocaine qui se dit satisfaite ce week-end de cette résolution. Elle constitue, selon Rabat, un revers cinglant pour toutes les manœuvres du secrétaire général de l'ONU. Que contient cette résolution? Peut-on parler vraiment de victoire? On va se poser ces questions-là ce matin. On va commencer par vous, Khalid Badou. Bon, cette résolution, on va être cash directement, mais victoire ou pas victoire? Ça dépend de l'angle à travers lequel on regarde la question. Si on veut comparer ces décisions par rapport à celles de l'année dernière, d'avril 2016, on n'a rien gagné et on n'a rien perdu. On n'a rien perdu?
on n'a rien gagné par rapport à se dire, il n'y a pas d'avancée importante par rapport à la décision d'avril 2016, et on n'a rien perdu du moment où, c'est-à-dire du moment que c'est le statu quo qui est imposé. On nous demande de faire revenir la composante civile du Minurso. Je pense que c'est ce que le Maroc cherchait. Quand le Maroc a compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait dans les coulisses en préparation de la prise de cette décision, il a joué la carte de brouiller les cartes de ses opposants. C'est-à-dire faire partir la composante civile du Minurso, amplifier une problématique avec le secrétaire général des Nations Unies, avec les déclarations qu'il a faites pendant sa visite à Tindouf. Donc on n'avait pas de carte à jouer, on en a créé une qui est justement cette composante d'Aminurso, et on a commencé à négocier pour que le maximum qu'on puisse accepter ou que la résolution peut prendre. Après, on verra si le Maroc va accepter cela ou pas. Mais en tout cas, ça serait le retour de la composante civile du Minurso. Je pense que si on veut parler de victoire par rapport à la décision d'avril 2016, c'est effectivement cela. C'est que nous avons réussi à revenir au statu quo en passant par une période très tumultueuse, là où il y avait beaucoup de négociations dans les coulisses. Et c'est pour ça que vous avez parlé de 10 jours de silence de la diplomatie marocaine, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de travail qui était fait dans les coulisses. Il y avait beaucoup de lobbying qui était fait dans les coulisses. Malheureusement, notre lobbying, on le fait valoir que à quelques jours de la prise de décision. Je pense que le Maroc essaie de jouer la carte du temps. C'est depuis un moment qu'on a compris cela, on est en train d'essayer de gagner de plus en plus de temps parce qu'on est plus confortable dans notre situation. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a le mois d'avril qui arrive, c'est la panique, si ce n'est qu'au niveau de la population, de la sphère politique, parce que justement on surveille, on comprend pas parfois ce qui est en train de se passer, en panique. Mais en tout cas, on est à l'aise, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres rounds de négociations sur les 90 jours pour le retour de la composante civile du Minurso. On attend aussi le départ de Ban Ki-moon, on attend aussi le changement au niveau de l'administration américaine. Je pense que ce sont toutes des signaux que j'espère positifs pour le dossier du Sahara. Ouais, alors il va y avoir une vague de changement assez important, vous l'avez dit, mais aussi peut-être un changement de gouvernement ici au Maroc. Alors c'est vrai que depuis un an ou deux, déjà l'an dernier, Ban Ki-moon avait laissé planer la possibilité de revoir la base des négociations, qui est donc ce plan d'autonomie proposé par le Maroc depuis 2007. Ça pose la question et l'année prochaine, est-ce que cette fois-ci il sera revu pour de bon ? Il y aura d'ici là un nouveau secrétaire général de l'ONU. Est-ce que, en tout cas, clairement, à Minuri, on voit aujourd'hui que le dossier du Sahara va continuer de faire parler de plus en plus. On n'a pas fini d'en parler. Non, c'est un sujet qui est récurrent depuis très longtemps. Depuis déjà le début du Minurso, c'était en 1991. Cette question, elle se pose depuis plus de 25 ans et on attend toujours de voir des avancées dans ce domaine-là. Maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le contexte diplomatique depuis quelques mois. On voit que les choses ont commencé à bouger. Je rappellerai la décision de la Cour de justice européenne par rapport au traité agricole qui avait été signé avec le Maroc, entre le Maroc et l'Union européenne, qui a été remis en cause. Il y a eu la question après Ikea, Suède, etc. Après, il y a eu évidemment la déclaration de Ban Ki-moon sur le Sahara. Et dans la foulée de tout ça, on voit que le Maroc est en train de se repositionner diplomatiquement en revoyant un peu sa politique d'alliance, ce qui est très intéressant. Alors, c'est vrai que peut-être réaction pas proactive du Maroc, mais un peu tardive sur le fait que voilà, c'est vrai que Ban Ki-moon avait annoncé déjà l'an dernier dans son résolution fin peut-être de cette proposition de plan d'autonomie du Maroc. On a réagi un peu tardivement et c'est le souverain qui a pris peut-être les initiatives de réagir en premier. On le rappelle en novembre dernier, quand il a lancé ce vaste plan de développement des provinces du Sud au niveau économique, Khalid Badou. Le vaste plan de développement économique, il est lancé depuis quelques années et on savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait, de gros investissements qui sont en train de se préparer pour la région du Sahara. Maintenant, l'avantage de cette situation qu'on a vécue pendant le mois d'avril, c'est que elle nous a permis de savoir qui sont nos alliés, sur qui on peut compter, qui sont nos alliés, sur qui on peut compter, mais vraiment qu'on doit gérer avec beaucoup de précautions, et qui sont nos ennemis carrément, les ennemis de notre intégrité territoriale. Donc aujourd'hui, je pense que quand on voit, et d'ailleurs pour la première fois, que sur les 15 membres du Conseil de sécurité, il y a 10 qui ont voté pour le Maroc, 2 qui ont voté contre et 3 qui se sont abstenus, ça nous permet justement d'évaluer notre positionnement. Je pense que le travail qui a été lancé depuis quelque temps dans la diversification de nos alliés stratégiques à l'échelle diplomatique, mais aussi à l'échelle économique,
ça rentre aussi dans ce cadre-là. Sa Majesté est en train de visiter différents pays, que ce soit les pays du Golfe, la Russie, il partira en Chine, il était en Inde également. Donc nous sommes en train de diversifier nos appuis qui peuvent nous soutenir ou soutenir notre cause nationale. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas attendre avril de l'année prochaine pour pouvoir travailler sur cela. Il y a la diplomatie officielle pilotée par Sa Majesté le Roi, il y a la diplomatie économique qui est pilotée par les opérateurs publics et privés, il y a aussi la diplomatie parallèle que nous devons aussi valoriser. Il y a la diplomatie partisane également qui fait partie aussi de ces diplomaties parallèles. Dernièrement, le ministre des Affaires étrangères et la coopération, il reprochait d'une certaine manière aux partis politiques de ne pas jouer vraiment le rôle qu'il leur faut pour appuyer ou pour défendre ou pour promouvoir la position du Maroc dans la cause du Sahara. Je pense que c'est une question qu'il faudra se poser également à tous ces chefs de partis politiques. Qui sont ces parlementaires ou qui sont ces personnes qui sont justement mandatées pour aller défendre l'image du Maroc à l'international. Il y a certains qui ont des compétences pour le faire et d'autres qui n'ont pas les compétences pour le faire, et il faut se le dire. Donc aujourd'hui, vu qu'on est dans une année électorale, il faudra aussi réfléchir sur le profil de ces personnes que les partis appuient, qu'ils permettent, que ce soit dans le cadre de la liste normale ou la liste nationale, d'intégrer le Parlement, parce que parmi leurs critères, il faudra qu'ils aient au moins la capacité de parler le langage de la négociation, de parler le langage qui va permettre de mieux positionner la question du Sahara, qui est au cœur aujourd'hui de toutes nos négociations, et de pouvoir mieux la vendre et la promouvoir quand on voyage, parce qu'on ne voyage pas que pour du shopping, mais on voyage aussi pour défendre les intérêts du pays. Ouais, on a des pays amis, comme la France et l'Espagne, sur lesquels on a pu compter, effectivement, lors de cet épisode au Conseil de sécurité de l'ONU. Malheureusement, en pays amis qui posent des questions, c'est peut-être les États-Unis. On a vu une proposition de résolution la semaine dernière à Minuri qui était pas tellement favorable au Maroc. C'était kiff-kiff. Je pense que politiquement, c'est pas non plus une surprise. Les États-Unis ont une politique étrangère qui est très éloignée, à mon avis, de la nôtre. Se pose toujours la question des droits de l'homme. On a vu d'ailleurs comment ils sont intervenus en Irak en posant un soi-disant problème de droits politiques. Donc moi, ça m'étonne pas. Maintenant, on a des alliés qui sont plus intéressants de l'autre côté, la Russie, la Chine, qui eux ont effectivement aussi ce problème de défense de leur territoire. Donc eux comprennent cette problématique davantage que les États-Unis aujourd'hui. Et c'est vrai que Barack Obama, quand il est arrivé au pouvoir, ça a été un petit peu tendu sur cette question du Sahara avec le Maroc. Je rajoute aussi le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni également, tendu de manière officieuse, bien évidemment. Là, on s'attend peut-être à pire avec Hillary Clinton. C'est vrai que beaucoup disent attention, Hillary Clinton, ça peut être bien pour le Maroc. Mais dans son livre, notamment qu'elle a écrit, il y a des passages sur la question des droits de l'homme, sur la question du Sahara, où ça pourrait être un petit peu penchant pour le Maroc, Khalid Badou. Vous savez, pour les États-Unis, le dossier du Sahara, c'est vraiment le dernier, je dirais pas le dernier des soucis, mais vraiment c'est un petit dossier qui est vraiment là et qu'on utilise parfois comme carte de négociation si on veut avoir une position du Maroc dans un dossier ou dans un autre. Rajoutant à cela la carte sécuritaire également. Donc aujourd'hui, c'est un dossier qui n'est pas peut-être dans le top des priorités des présidents américains. Il n'est pas géré par le président ni par son staff direct. Il est géré par des responsables au niveau du ministère des Affaires étrangères, en fait, ce qu'ils appellent le secrétariat d'État aux affaires étrangères. C'est des notes qui sont faites selon l'influence qui est faite sur ces personnes-là, sur certains membres du Congrès américain, et ce sont des personnes qui arrivent à influencer sur ce dossier. Donc aujourd'hui, s'il y a un travail qui doit être fait, ce n'est pas au niveau du sommet de l'État américain, c'est au niveau de ces personnes qui sont les gestionnaires du dossier et qui émettent des recommandations, que ce soit pour le secrétaire général des Nations Unies, mais aussi pour le ministre des Affaires étrangères américain ou le président américain. C'est à ce niveau-là qu'il faut agir, c'est là où il faut faire du lobbying, c'est là où il faut influencer de manière très positive. Mais si ce n'est que en présentant les bons arguments et les bonnes cartes qui sont en faveur du Maroc, parce que c'est quand même c'est indiscutable comme position. Donc aujourd'hui, oui, les États-Unis, Hillary Clinton, elle arrive, oui. Il faut pas oublier que Trump aussi peut être président. C'est en jamais ce qui peut se passer d'ici là. Il faut pas écarter cette hypothèse. Mais en tout cas, peut-être qu'il y aura plus de flexibilité et plus d'accès et plus d'écoute au niveau du sommet de l'État américain que ce n'a été le cas avant. Sa Majesté a rencontré Obama. Je pense que c'était une bonne action. Maintenant, comme j'ai dit, ce n'est pas qu'au niveau du sommet de l'État que ça doit se jouer. Ça doit se jouer sur d'autres niveaux. Qu'est-ce qui va se passer
passer maintenant? C'est vrai que le secrétaire général de l'ONU a 90 jours pour pour tenter de rétablir la MINURSO dans ses fonctions, les pleins effectifs de la MINURSO. Ça va être compliqué, 90 jours, c'est pile poil le délai où il doit dire au revoir à son poste, à son fauteuil de secrétaire général des Nations Unies. C'est pile poil la date de l'élection de la nouvelle secrétaire générale des Nations Unies. Maintenant, Ban Ki-moon, il va quitter son fauteuil en fin d'année. Entre-temps, il y a la COP22, donc il va certainement venir au Maroc. Donc il y a énormément faut faire bonne figure. Voilà, donc il y a énormément de paramètres qu'il faudra prendre en jeu. Je pense que c'est une nouvelle carte que le Maroc devra bien jouer parce qu'il a 90 jours. Maintenant, ses reproches ne sont pas principalement sur la composante civile du MINURSO, parce que elle est là, elle doit faire un recensement, etc. Mais tout d'abord, c'est par rapport aux personnes qui la composent, qui ont démontré une impartialité totale par rapport au dossier, par rapport aux remontées qu'ils font au secrétaire général sur cette question-là. Donc peut-être que le Maroc va demander de changer ces personnes. Et deuxièmement, c'est au niveau des prérogatives, vraiment redélimiter de manière très claire les prérogatives de cette composante civile. Est-ce que c'est le recensement des personnes qui sont à Tindouf? Est-ce que c'est le recensement de la population sahraoui, sachant que c'est une page qu'on a tournée avec quand on a tourné la page du référendum. Donc aujourd'hui, je pense que on a encore du temps. Très peu de temps diplomatiquement parlant, mais on a encore des cartes à jouer et je pense que ça va se jouer encore au niveau de la négociation et avec l'appui de nos partenaires sur qui on sait qu'on peut compter aujourd'hui. Il y a aussi des efforts à faire en matière de diplomatie numérique. C'est vrai qu'on a un site, on en parlait avec vous, Walid Badou, il y a à peu près un mois et demi, sahara.gov.ma. Bon, site où il y a encore du travail à faire. On a vu une photo récemment à Mindiori avec une photo du souverain, un peu floue, avec un texte qui contient des fautes d'orthographe et des mots qui sont quasiment absents. Ouais. C'est dire qu'il y a des compétences humaines à aller chercher au ministère des Affaires étrangères pour redorer le blason Maroc au niveau de la diplomatie numérique aujourd'hui. Il faut accélérer ce chantier-là, selon vous? Oui, effectivement, il y a un travail à faire à ce niveau-là, mais bon, je pense pas que ce soit non plus le plus important. On parle depuis le début de la question de l'ONU par rapport à la résolution du problème du Sahara. Très honnêtement, je pense pas que ce soit l'organisme prioritaire. Je pense que la résolution du problème se fera d'État à État, c'est-à-dire les relations du Maroc avec les autres États. L'ONU, quand il a eu affaire à des problèmes précis, parlons par exemple de l'invasion de la Crimée par la Russie. Je sais où était l'ONU, j'en sais rien. Il était pas présent. On a vu un magnifique coup de poker fait par Vladimir Poutine. Et puis si on reprend l'histoire depuis 50 ans, je suis désolé, mais beaucoup de problèmes de ce type sont arrivés. On n'a jamais vu l'ONU intervenir. Je citerai l'invasion de l'Irak. On peut parler de la Palestine. On peut parler du problème de la Géorgie aussi, l'autre invasion de la Russie. Où était l'ONU à ce moment-là? Donc, à mon avis, c'est pas non plus l'organisme international prioritaire pour résoudre le problème du Sahara. Khalid Badou, État par État, c'est là où la solution se fera un jour entendre? Oui, étape par étape. Alors je reviens sur votre question par rapport à la diplomatie numérique, entre parenthèses. Effectivement, c'est un avantage que nous avons aujourd'hui d'avoir une population qui a l'unanimité autour de cette question nationale. Aujourd'hui, il y a une initiative qui est assez intéressante. Il faudra attendre pour voir ses résultats, qui est de former, je pense, c'est une initiative du ministère de la Communication et qui consiste à former un certain nombre de personnes, de bénévoles marocains, sur comment défendre la cause du Sahara sur les réseaux sociaux. Il y a un appel à inscription qui est lancé aujourd'hui sur certains sites d'information. Je pense que c'est une bonne initiative justement de donner au moins les arguments à la population pour pouvoir mieux défendre ce dossier du Sahara, parce qu'aujourd'hui, et surtout les jeunes actuellement, ils connaissent très peu de choses, il faut le dire. On voit une réponse, on voit que ça bouge en tout cas. Voilà, on voit que ça bouge, c'est tant mieux. Il faudra améliorer justement les sites qui sont dédiés à cette question, que ce soit au niveau du contenu, c'est-à-dire au niveau du fond et au niveau de la forme. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Maintenant, effectivement, étape par étape, il faudra qu'on commence à voir comment on se positionne ou quelle est la place que le Maroc a choisi d'avoir dans son environnement géopolitique international. Nous avons aujourd'hui de nouveaux alliés, nous sommes en train de construire de nouvelles alliances. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer. Le Maroc est en train de s'y positionner. Le dossier du Sahara est au cœur de ce positionnement du Maroc. Il ne faut pas oublier aussi les intérêts économiques et politiques de notre pays. Je pense que le futur est prometteur. J'espère aujourd'hui que
L'avantage, c'est que la diplomatie stratégique du Maroc, elle est pilotée par Sa Majesté le Roi, qui est le chef de la diplomatie marocaine. Donc aujourd'hui, il y a des orientations long terme qui ne risquent pas d'être impactées par le changement d'un gouvernement ou un autre. Et le Maroc a montré ses muscles en tenant le cap sur cette résolution. Ça va être difficile, il faudra continuer pendant les prochaines années, mais c'est peut-être les années les plus difficiles avant peut-être de récolter les fruits d'un éventuel succès. Encore une fois, c'est un travail qui est fait à la longue, ce n'est pas un travail qui est fait pendant le mois de mars et d'avril chaque année. On retient notre souffle à chaque fois pendant le mois d'avril, mais en tout cas c'est un travail qui doit se faire à long terme au niveau des politiques, au niveau de la société civile, au niveau des acteurs économiques. Il faut savoir jouer des cartes. Nous avons aujourd'hui un bon positionnement au niveau de l'Afrique. Il faudra faire valoir ces cartes-là, et je pense que comment les choses sont en train d'avancer à l'échelle internationale, je pense qu'on a beaucoup de choses à gagner. Khalid Badou, président de l'association marocaine du marketing et de la communication. Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque. Merci messieurs, à très bientôt pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Vous restez avec nous dans un instant, votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques avec Fatima Zahra El Bouhari. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs. Tout de suite, le point info en langue arabe avec Mourad Baba.